C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, situation sous contrôle au Tchad. Des tirs nourris ont été entendus mercredi soir dans le centre de la capitale, près de la présidence. Selon une source sécuritaire, des hommes armés ont attaqué l'intérieur du palais présidentiel. Nous serons à N'Djamena dans un instant. Cette contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo pour reprendre le contrôle de Masisi Centre. Les combats sont violents, ils ont repris en ce début d'année. Les forces armées congolaises appuyées par des milices locales ripostent contre les rebelles du M23 appuyés par des troupes militaires rwandaises. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous irons au Sénégal où un programme pour rebaptiser rues, places et avenues des noms de héros sénégalais qui ont marqué l'histoire aux dépens de noms appartenant au passé colonial. Reportage à suivre. Soirée mouvementée au Tchad, mais la situation est désormais sous contrôle. Des tirs nourris ont été entendus près de la présidence et dans les quartiers alentours. De nombreux ministres ont pris la parole à travers des vidéos postées sur Facebook pour dire que la situation était sous contrôle. Le ministre des Affaires étrangères tchadien et porte-parole du gouvernement, Abdourahmane Koulamala, parle d'une tentative de déstabilisation éradiquée. On l'écoute. La situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué. Toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Et nous avons joint tout à l'heure notre correspondant à N'Djamena, Harold Girard. Il revient sur le déroulé de la soirée. Écoutez. Bonsoir. Pour l'instant, les informations dont on est sûr, dont on a eu confirmation par des sources civiles, mais aussi au moins 2 sources militaires, c'est que ces tirs, ils sont arrêtés au moment où on parle. L'essentiel de ce qui a été entendu l'a été ce soir, heure de N'Djamena, entre 20h et 20h50, un peu moins d'une heure, où plusieurs quartiers de la capitale ont été bien surpris, particulièrement autour de la présidence et à l'intérieur. L'identité des parties prenantes de ces échanges de tirs n'a pas été révélée pour l'instant. Les quartiers sont bouclés, il y a plusieurs dizaines de soldats dans ces quartiers au moment où l'on parle. Plusieurs chars de l'armée sont effectivement sortis pour bloquer les voies d'accès à la présidence. Et depuis, eh bien, plusieurs membres du gouvernement ont réagi. On a d'abord eu le ministre des Infrastructures qui a publié via sa page Facebook un court message pour rassurer les Tchadiens en disant que la situation était sous contrôle, mais également le ministre des Finances qui s'est exprimé en soutien au président de la République tchadien. Et puis finalement, il y a moins de 15 minutes, le ministre des Affaires étrangères tchadien, Abdourahmane Koulamala, qui a publié une courte vidéo où il se présente avec plusieurs membres des forces de défense et de sécurité dans le quartier de la présidence, où il explique que selon lui tout va mieux, qu'il y a eu effectivement, et ce sont ces mots, une tentative de déstabilisation qui a été arrêté de manière très succincte, qu'il ne peut pas donner plus de détails sur cette situation pour l'instant, mais qu'il le fera dans les prochaines heures. Ce sont les informations dont on est sûr pour l'instant, la localisation et puis les détails donnés par les membres du gouvernement. La riposte des forces armées congolaises contre le M23, l'offensive lancée contre les rebelles appuyés par des troupes rwandaises, a pour objectif de reprendre le territoire de Masisi Centre. Selon l'ONU, les attaques du M23 dans le territoire de Masisi ont provoqué plus de 100 000 déplacés supplémentaires dès les premiers jours de 2025. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Les affrontements se sont intensifiés dès le matin dans le territoire de Masisi. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le colonel Njinke, a affirmé sur son compte X qu'une contre-offensive avait été lancée par les forces armées congolaises. Alors dans la cité de Masisi Centre, des sources locales nous affirment avoir entendu de nombreux tirs, des tirs d'artillerie aussi provenant des positions du M23. Des groupes de Wazalendo, ces milices locales pro-gouvernementales engagées dans les affrontements, nous affirment avoir repris le contrôle
de la cité. Alors l'armée congolaise n'a pas encore confirmé l'information et le général Ekenge, porte-parole de l'armée, nous a dit que des combats se poursuivent autour de la cité de Masisi Centre. D'autres affrontements ont également été signalés non loin près de Ngungu. Alors plus de 100 000 personnes ont fui les affrontements en moins d'une semaine selon les Nations Unies. Des civils qui ont aussi été blessés. Médecins sans frontières évoquent au moins 75 personnes prises en charge ces derniers jours dans les hôpitaux du territoire. La réaction de Washington face aux violences au Soudan. La Maison-Blanche a formellement accusé les forces de soutien rapide d'avoir commis un génocide au Soudan et a imposé des sanctions contre le chef du groupe paramilitaire. Cette qualification de génocide a été établie sur la base d'informations faisant état du meurtre systématique de populations ciblées en fonction de leur origine ethnique, selon un communiqué de Washington. En Guinée, la condamnation de l'opposant Aliouba à 2 ans de prison ferme pour offense et diffamation à l'encontre du président Mamadi Doumbouya a provoqué l'indignation. Les réactions sont nombreuses et l'inquiétude de l'opposition est grandissante, surtout à la veille des 6 mois de l'enlèvement des 2 activistes Fonike Mengue et Biloba. Pour en parler, nous recevons notre confrère de RFI, Sidi Ansane. Merci d'être avec nous. Vous connaissez très bien la Guinée et vous suivez l'actualité du pays pour RFI. Comment a été perçue la condamnation d'Aliouba hier? Les réactions sont nombreuses. Oui, une indignation généralisée, que ce soit en Guinée ou dans la sous-région. Le parti d'Aliouba, le modèle, donc dénonce une justice instrumentalisée. Les forces vives qui sont en fait une coalition de forces d'opposition, de partis d'opposition et d'organisations de la société civile, dont le FNDC, eux parlent, je les cite, d'une junte allergique à la vérité. Et puis vous avez évidemment les institutions, notamment comme Amnesty, les ONG, qui ont aussi réagi dans cette condamnation, les avocats qui parlent d'une justice totalement politisée, d'un kidnapping judiciaire même, pour définir les conditions dans lesquelles M. Aliouba a été enlevé, parce que c'est comme ça qu'ils le disent en fait les avocats, en tout cas a été interpellé, arrêté fin décembre. Donc c'est une indignation collective sur cette accusation d'offense au chef de l'État qui n'a, selon le juge en tout cas, décide que cette accusation à l'offense au chef de l'État, que cette offense est avérée, sauf que les avocats et même qui retrouvaient les passages vidéo ou incriminants, selon les juges en tout cas, Aliouba, bon, il n'y a pas de trace en tout cas réellement d'offense réelle. Il y a une critique des autorités de transition, mais une offense, une insulte dans ce sens-là, il n'y a pas de trace. Mais en tout cas, les juges ont décidé que c'était l'inverse et qu'ils l'ont condamné à 2 ans ferme. Donc, ils sont en train finalement de créer une espèce de prisonniers politiques qui sont en train de mandéliser d'une certaine manière, quoi. Donc, on va voir où ça va mener, mais c'est une inquiétude pour beaucoup de forces politiques sur le pays. Ouais. Alors justement, une inquiétude grandissante. Demain, cela fera 6 mois, jour pour jour, que les 2 activistes Fonike Mengue et Biloba ont été enlevés. On est toujours sans nouvelles d'eux et l'opposition, avec tous ces arrestations, ces disparitions, est de plus en plus inquiète. C'est une situation extrêmement inquiétante parce que le plus inquiétant dans cette histoire, ce n'est pas tant le kidnapping, c'est pas une arrestation. Ils ont été kidnappés par des éléments, d'après les témoignages des riverains et des épouses, qui ont vu leur mari se faire traîner dehors en pleine nuit, manu militari littéralement, par des éléments, d'après leurs témoignages, une équipe mixte de forces spéciales qui sont à la base le groupement que commandait le général actuel Mamadi Doumbouya avant qu'il y ait le coup d'État, et aussi par des gendarmes. Donc cela est avéré, c'est l'armée guinéenne qui a donc kidnappé ces individus, les Fonike Mengue et Biloba. Mais ce qui est très inquiétant, c'est qu'on n'a même pas l'impression que les autorités, au moins civiles, de transition, les recherchent. On n'a absolument eu aucun point d'évaluation, par exemple des enquêtes que le procureur général Fallou Doumbouya dit avoir ouvert quelques jours, une semaine même d'ailleurs, après le kidnapping de Fonike et Bilo. Donc c'est ça qui est très inquiétant. On a des autorités qui donnent l'impression que finalement c'est une petite affaire. Le soleil s'est levé ce matin et Fonike et Bilo ont été kidnappés hier soir. C'est aussi cela. Et c'est inquiétant parce qu'il y a une espèce d'institutionnalisation, si vous voulez, de généralisation du kidnapping. On a le confrère Habib Marwan Kamara qui a été kidnappé dans son véhicule. Il se rendait à un rendez-vous en pleine nuit par des gendarmes. Ça aussi, ça a été avéré par des témoins qui ont fait preuve d'une grande violence en cassant son pare-brise, en l'extrayant de sa voiture. On ne sait pas où il est aujourd'hui. L'ex-secrétaire général des Mines, l'ex-secrétaire général du ministère des Mines, Sadouni Maga, qui était en fait une espèce de ministre des Mines bis sous Alpha Condé, est kidnappé aussi depuis plusieurs semaines. Et là non plus, pas du tout d'enquête, pas de propos de la part de la justice ni de la police. Donc c'est ce sentiment d'impunité de personnes qui enquêtent, qui enlèvent a priori
pris, tout le monde selon les intérêts visiblement des autorités qui ne semblent pas du tout s'intéresser à ce cas-là. Ça veut dire qu'en fait, dans ce territoire où 14 millions de Guinéens et de Guinéennes cohabitent, tout le monde finalement peut faire l'objet d'un kidnapping dans la mesure où les autorités ne donnent pas l'impression de s'y atteler. Alors, où en est-on de la transition aujourd'hui? On a écouté les vœux dans notre journal, les vœux du président de la transition, Mamadi Doumbouya. Il a promis un référendum, de fixer une date pour un référendum pour une nouvelle constitution dès le premier trimestre et un retour à une activité politique normale. D'accord. Alors, l'activité politique normale, je crois qu'il veut dire que, en fait, si vous voulez, l'année dernière, les partis politiques guinéens ont tous été évalués. À juste titre. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique, vous avez pléthore de partis et les 3/4 généralement sont des partis fantoches. Hein. Voilà, c'est le président et son adjoint, voilà, son vice-président qui composent le parti. Donc une évaluation était tout à fait légitime. Beaucoup de partis politiques voient dans cette évaluation peut-être une manière d'épurer à la fois le pays politiquement, mais également d'écarter des concurrents potentiels tels que les partis politiques comme l'UFDG, le RPG. Bon, on verra. Mais l'activité politique normale, je pense qu'il veut dire qu'une fois cette évaluation faite, maintenant que ceux qui ont été évalués, qui n'étaient pas en règle, selon les critères de la junte et des autorités de transition, une fois qu'ils seront mis en règle, du coup, les activités politiques pourraient reprendre normalement. Je crois que c'est ce qu'il veut dire. Concernant le référendum, il a donc annoncé lors de son discours de jour de l'an qu'il fixerait une date dans les 3 prochains mois pour fixer la date du référendum. Donc pas la tenue même du référendum. Ce qui est assez bizarre, c'est que les sources dont nous disposons à RFI, au Conseil national de transition qui fait office de Parlement et au sein des autorités de transition, nous indiquent que ce texte est prêt au moins depuis le mois de mars dernier, donc 8 à 9 mois. Voilà. Vous avez reçu ici le docteur Dansa Kourouma, qui est donc le président du Conseil national de transition, qui en septembre dernier a assuré que le texte était... il y avait un avant-projet de texte, donc on est au stade de l'avant-projet, même pas du projet. Il l'a présenté, il a présenté à l'étranger, et depuis le mois de septembre, il fait le tour du pays, où il le présente aux populations à travers le pays. Mais on n'a toujours pas de date. Le texte est prêt. Le président de CNT a dit sur votre plateau que, en fait, tout était prêt pour que, finalement, on puisse aller à un référendum, ce n'est l'aspect technique, les urnes à installer à travers le pays, mais que finalement, tout est prêt. Donc on se demande pourquoi le président de la République ne fixe pas une date tout de suite. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on aura une élection en 2025. C'est qu'une date sera fixée en 2025. Moi, Myriam, personnellement, je pense que comme beaucoup d'observateurs, désormais, on juge sur pièce, quoi. Parce que, vous savez, la junte elle-même a défini un chronogramme qu'on appelle de transition, qui est en fait l'étape calendaire. On commence à telle date et on finit à telle date. Donc le 31 décembre dernier était censé clôturer cette transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Mais vous avez un président qui s'était engagé à faire le référendum l'année dernière. Et sur ces 10 points du chronogramme des étapes, aucune n'est parachevée. Il y a juste 2 points qui ont été entamés, qui sont en cours, donc l'élaboration du texte constitutionnel, on en a parlé, et aussi le recensement administratif à vocation d'état civil qui est en cours. Mais c'est tout. Et même ce recensement, on ne sait pas où il en est. Donc on a en fait des autorités qui sont là, et on ne sait même pas qui dirige réellement parce qu'on n'a pas de vision claire de ce que veulent ces gens et surtout de ce qu'ils veulent faire pour ce pays. Donc moi, encore une fois, je vous dis, on jugera sur pièce parce que tous les engagements qui ont été pris depuis le 5 septembre 2021, donc depuis plus de 3 ans, il n'y en a aucun qui est respecté. Et la charte de la transition, qui est la parole du chef de l'État actuel, du président de la transition, Mamadi Doumbouya, qui a lui-même lu cette charte de la transition aux yeux des Guinéens, donc c'est sa parole à la fois de chef d'État de transition et d'officier qui a été mise en jeu. Aujourd'hui, cette parole-là, elle est violée allègrement par la junte. La charte de transition, les manifestations sont interdites, les médias sont fermés depuis l'année dernière, il n'y a plus que la RTG qui est un média d'État officiellement. Donc, on a en fait une illisibilité totale sur ce que cette junte veut pour le pays et veut pour sa population. Et on leur lance un appel, ils sont les bienvenus sur notre plateau, les membres de ce gouvernement et des autorités guinéennes. Et à RFI aussi, bien évidemment. Et à RFI, évidemment, pour venir s'exprimer et répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup, Sidi Ansane, pour ce décryptage. L'ancien Premier ministre Patrick Achi est de retour aux affaires en Côte d'Ivoire. Le président l'a nommé conseiller spécial et lui a attribué le titre de ministre d'État. Quel sera son rôle pendant cette année électorale? Décryptage avec notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim.
C'est à travers un communiqué de la présidence que son retour a été annoncé ce 7 janvier. Patrick Hachi, qui avait été limogé de ses fonctions de Premier ministre quelques mois avant la CAN l'année dernière, revient en tant que ministre d'État et conseiller spécial à la présidence. Un retour à seulement 10 mois de la prochaine élection présidentielle qui fait s'interroger sur le rôle qu'entend lui donner le président pour cette campagne. Lors de l'élection de 2020, Patrick Hachi avait été en charge de rédiger le programme du RHDP. On peut également imaginer que son ancrage dans la région de la Mai, dans le sud de la Côte d'Ivoire, cet ancien bastion du parti de Laurent Gbagbo, dont Patrick Hachi est devenu le président en 2013, eh bien, constitue également un atout pour le RHDP. Par ailleurs, un observateur de la vie politique ivoirienne me faisait remarquer que le profil de Patrick Hachi, qui a longtemps milité au PDCI-RDA et qui est devenu en juillet un conseiller du FMI et de la Banque mondiale, peut constituer également un avantage pour contrer la candidature du président du PDCI, Tidjane Thiam. Enfin, il faut également souligner que Patrick Hachi fait partie des figures évoquées comme présidentiables. Dans le cas où Alassane Ouattara choisirait de ne pas se représenter comme président pour l'élection de 2025, eh bien, ce retour lui permettrait d'être de retour dans la course. Au Mozambique, Venancio Mondlane, leader du principal parti d'opposition Podemos, a décidé de rentrer ce jeudi dans son pays après 2 mois d'exil. Son retour, s'il est confirmé, intervient dans un contexte post-électoral tendu. Plus de 3000 personnes ont été tuées depuis le mois d'octobre. Les explications de notre correspondante régionale Caroline Dumais. L'opposant Venancio Mondlane continue de contester les résultats de la présidentielle d'octobre. Une pétition a été envoyée au président sud-africain Cyril Ramaphosa pour qu'il intervienne afin d'annuler l'investiture du président élu Daniel Chapo, prévue le 15 janvier prochain. Cette initiative de la société civile a été menée par le docteur Wilker Dias, que nous avons interrogé. Il assure que Venancio Mondlane n'a aucune garantie de sécurité de la part du gouvernement mozambicain s'il atterrit comme prévu jeudi matin à l'aéroport de Maputo. Venancio Mondlane demande à ce que sa sécurité soit respectée. Il souhaite que des ONG et des observateurs internationaux se rendent à l'aéroport pour garantir sa sécurité. Parce qu'il a très peur de ce qui pourrait lui arriver. C'est pour cela que mon ONG sera présente. Les partisans de Venancio Mondlane craignent que leur leader ne soit arrêté ou que son retour ne provoque des violences dans les rues de Maputo. Ils envisagent de porter plainte devant les juridictions internationales pour toutes les violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité mozambicaines. Coup d'envoi du programme visant à renommer des rues, avenues et boulevards au nom de figures historiques au Sénégal. Des dizaines de rues en centre-ville de Dakar qui portent le nom de personnalités historiques françaises sont dans le viseur des autorités sénégalaises. Reportage de nos correspondants Iliman Dao et Sarah Sakou. Adama et Colline sont 2 militants du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine, le FRAPP. Ils militent pour rebaptiser les rues de Dakar Plateau, le cœur administratif de la capitale sénégalaise. Dakar Plateau, rue La Porine. On ne connaît pas ce monsieur-là. La plupart des rues du plateau portent des noms de personnalités françaises dont certains ont pris part à la colonisation. Une aberration pour Adama. Ces noms-là, c'est des noms qui nous sont étrangers, comme le colonisateur a été étranger à nos aïeux. Tous ceux qui ont participé à la colonisation, tous ceux qui ont permis de piller l'Afrique, tous ceux qui ont permis de bâillonner l'Afrique, ces gens-là, on ne veut pas de leur nom. Mi-décembre 2024, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé un programme visant à changer ces noms après avoir inauguré à Thiès, grande ville située à l'est de Dakar, une statue rendant hommage à Lat Dior Diop, résistant colonial et héros national. C'est Babacar Diop, maire de la ville, qui a été à l'initiative de la statue. C'est ce vaste chantier-là que le président de la République aujourd'hui s'est attaqué, la reconstruction morale, une réconciliation avec notre propre histoire. Nous poursuivons aussi cette même politique
aujourd'hui, ici à Thiès, nous avons décidé de changer, par exemple, la place de France. La place la plus importante de notre ville porte le nom de la France. Aujourd'hui, nous y avons engagé des travaux et à la fin de ces travaux, nous changerons la place de France. Le gouvernement n'a pas encore annoncé une échéance pour la mise en œuvre de ce programme visant à honorer les héros nationaux. Le Premier ministre ainsi que d'autres membres du gouvernement sont chargés d'y travailler. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.